Bonjour à tous, vous regardez PlaySmart, votre rendez-vous pour décrypter l'industrie du jeu vidéo en France et dans le monde. Aujourd'hui, on s'intéresse au passage d'un jeu à une série télé. Vous avez peut-être vu Fallout, The Witcher. Clara Benyamin, qui est avocate spécialiste des industries créatives, va nous expliquer comment on fait. Vous verrez, il y a beaucoup de points juridiques, mais c'est aussi beaucoup de bon sens parce qu'on ne fait pas n'importe comment pour transformer une propriété intellectuelle du jeu vers une série ou l'inverse. Seconde partie d'émission, on accueille le président du syndicat national du jeu vidéo, Levan Sarjeveladze. On va faire le point avec lui sur un bilan ambivalent du jeu vidéo français, puisqu'on a eu de gros succès critiques et aussi de grosses turbulences au niveau structurel et économique. On fera le point avec lui à quelques jours des Pégases. Et enfin, en dernière partie d'émission dans Level Up, focus sur une très belle initiative, le musée du jeu vidéo. C'est Arcueil-Cachan, on y est allé et c'est le directeur opérationnel David Soumet qui est avec nous aujourd'hui pour nous expliquer la philosophie derrière cet objet. Tout de suite, PlaySmart, nouvelle partie. Transformer un jeu vidéo en série télé, comment on fait? On va en parler avec une spécialiste, Clara Benyamin. Bonjour. Bonjour. Avocate, officiellement droit du numérique, mais vous avez une spécialisation sur les industries créatives, donc jeux vidéo, cinéma, séries télé. Techniquement, votre job, ça consiste en quoi et avec quel type de clients? Mon job, ça consiste à accompagner des acteurs des industries culturelles et créatives dans leurs différents projets. Et notamment, et ce sont ceux dont on va parler aujourd'hui, mon cabinet a une spécialisation dans l'écosystème du jeu vidéo au sens large. Donc nos premiers clients, c'était des équipes e-sport. Et aujourd'hui, on accompagne des sociétés de production qui sont spécialisées dans les compétitions de jeux vidéo, des studios de jeux vidéo, des petits fonds d'investissement dans le jeu vidéo, des streamers. Des éditeurs peut-être aussi? Pas encore d'éditeurs. Mais en gros, si je suis créateur de jeux vidéo, j'ai un jeu qui a bien marché, je veux le transformer en série ou je veux faire peut-être un petit appel d'offres pour éventuellement avoir un diffuseur, vous pouvez aider. On peut tout à fait aider. En général, les gens viennent nous voir quand ils ont soit un projet, c'est-à-dire une demande. Par exemple, dans le meilleur des cas, Netflix va avoir toqué à la porte et va dire « on aimerait vraiment faire quelque chose de merveilleux avec votre IP ». Et en sens inverse, ça peut être des gens qui ont cette idée, qui ont un projet qui a mûri et où potentiellement on va réfléchir avec eux et les présenter à des partenaires de confiance pour faire ça. Et donc, quand on est dans cette démarche de transformer le jeu ou la série, parce qu'il y a dans les deux sens, ça peut marcher, il y a des problématiques à avoir en compte, et notamment quand on bascule du jeu vers la série, en fait, il y a un truc qui change, c'est que le moteur narratif qui était le gameplay, on ne l'a plus. Et donc là, quelle est la bonne question à se poser pour ne pas faire n'importe quoi? Eh ben, la bonne question, et qui est aussi le sujet de comment est-ce qu'on va faire une bonne adaptation, puisque là, on passe d'un jeu vidéo à film ou série ou l'inverse, mais c'est déjà une question qui s'est posée pour les livres, pour plein d'autres choses. La question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on passe effectivement d'un média... Alors là, on va être dans le sens jeu vidéo vers la série ou le film. Comment est-ce qu'on passe d'un média actif au passif? Au passif, exactement. Comment est-ce qu'on passe de joueur à spectateur et comment est-ce qu'on garde un intérêt alors qu'au lieu d'être en train de diriger ce qui se passe, en partie, on devient complètement donc spectateur et vraiment observateur. Ce que faisait le gameplay pour capter notre attention, on l'a plus, donc on le remplace et c'est se demander par quoi on le remplace. C'est ça l'idée. C'est se demander comment est-ce qu'on fait justement un scénario qui va réussir à captiver le spectateur. La richesse de l'univers, elle est là. C'est-à-dire que les jeux vidéo ont des univers extrêmement riches. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on va reparler des chiffres tout à l'heure, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui que 23% des projets des gros studios hollywoodiens, c'est des adaptations de jeux vidéo. C'est monstrueux, 23% des nouveaux projets. Donc, on est tous complètement convaincus du potentiel, de la richesse des univers, de la richesse narrative. Mais justement, pour faire une adaptation qui marche, et en ce moment on a plein de bons exemples de bonnes adaptations qui ont marché, il y a cette question de comment est-ce qu'on passe du passif, de l'actif au passif, et comment est-ce qu'on passe également... Du passif à l'actif, c'est l'inverse. Et là, pour le coup, souvent la problématique, ce que je disais, c'est que les jeux ont un lore, un univers très développé. Par contre, quand on récupère une série pour en faire un jeu, il faut faire des choix. Il n'y a peut-être pas la matière aussi dans l'inverse, quand on récupère la série pour la transformer. Ça dépend, parce que pareil, il y a eu des bons exemples. Mais c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est que je sais qu'on va parler de Fallout, de The Witcher aussi. Et de The Witcher aussi, mais je connais moins. Qui était un livre aussi avant, d'ailleurs. Absolument, qui était un livre. Mais je sais que sur Fallout, par exemple, il y avait cette vraie excitation des spectateurs, moi compris, à chaque nouvel épisode. Et alors, je ne spoilerai rien, mais à la fin de la saison 1, vraiment, la série fait un choix et dit...
voilà, c'est ça qu'on va développer, comme on dit chez nous, c'est ça qui devient canon. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de voir comment est-ce que, quand on fait... On se réapproprie la série ou le jeu. Exactement, mais comment est-ce qu'on choisit des arcs narratifs pour dire c'est ça l'histoire. C'est passionnant. Au niveau juridique, on parlait de propriété intellectuelle, donc on imagine qu'il y a beaucoup d'ayants droit. Comment on fait pour éviter de se retrouver à passer à la caisse à la fin du projet quand il est trop tard? Là, c'est quoi les pièges à éviter pour faire ça bien dans les règles? Surtout qu'il n'y a pas les mêmes règles peut-être dans tous les pays. Déjà, passer à la caisse, ça peut être une très bonne nouvelle. Ça veut peut-être dire que tout le monde s'est énormément enrichi et donc que du coup, tout le monde va avoir un passage à la caisse parfaitement heureux. En fait, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour le faire d'une façon où tout le monde est au courant et tout le monde est d'accord. Et la question, c'est d'anticiper, de savoir à qui on doit de l'argent, si Bien ça sûr. marche. Parce que finalement, une fois qu'on a fait un hit planétaire, quelle excellente nouvelle de passer à la caisse. L'enjeu, c'est que dans le droit de la propriété intellectuelle en France, normalement, tout doit être extrêmement prévu du début. Évidemment, on exagère un peu parce que quand on fait un jeu à 3 dans un garage, tout le monde sait que c'est comme ça que ça commence. Bien sûr que non. Quand on démarre un jeu... Dans les années 80, ça commençait comme ça. Bien sûr, mais on a encore quelques chouettes exemples aujourd'hui. Peut-être pas dans des garages, peut-être dans des cowork. Mais effectivement, normalement, il faudrait que du début, dans les contrats... On sache qui on doit payer, pourquoi et pour quelle ampleur. Et par exemple, imaginons qu'on a pris un super level designer qui donc va faire les niveaux du jeu. Bon, est-ce que et comment cette personne sera impliquée dans le film, dans pour la les série. décors, la filmographie et tout ça. Exactement. Est-ce que la personne qui a fait, je sais pas moi, la musique du jeu va être ressollicitée pour la musique du film? Est-ce qu'on va utiliser sa musique? Est-ce qu'on va en créer une nouvelle? Ça pourrait se poser, par exemple, pour Clair Obscur, si Bien jamais sûr. c'était adapté. Une question sur l'effet de ces adaptations sur les ventes de jeux ou sur le succès de la série. J'avais lu que, par exemple, The Witcher, il y avait eu une hausse des achats. Alors, sans donner son point de vue, moi, objectivement, je pense que la série aurait pu être meilleure. Par exemple, Fallout, elle est très bonne. Malgré tout, ça a fait augmenter les ventes de jeux. Donc, quand il y a une adaptation, notamment d'un jeu vers une série, c'est pas forcément indispensable que la série soit un triomphe critique. En fait, l'important, c'est qu'elle existe presque. Alors, on n'a pas tous les exemples parce que là, pour l'instant, on est quand même sur une belle accélération, mais on n'a peut-être pas le recul qu'il nous faut. Mais c'est vrai qu'actuellement, on n'a pas encore eu de série, je crois, catastrophique. Si, voilà, les gens vont hurler que si telle ou telle était catastrophique, mais actuellement, les chiffres qu'on a pour 2025, c'est qu'en moyenne, l'existence d'une adaptation, ça fait une croissance de 140% du nombre de joueurs. Grosse visibilité gagnée. Grosse visibilité. Nouveau public. Exactement. Nouveau public ou réactivation. Par exemple, Minecraft considère qu'il y a eu une augmentation de 30% des gens qui étaient connectés sur Minecraft et qui étaient à jouer, dont à peu près la moitié qui étaient des réactivations. Oui, ils avaient arrêté, ils avaient mis le jeu de côté, ça a activé une envie de le reprendre. Et les champions toutes catégories là-dessus, ça a été Fallout. Fallout, ils ont eu 490%. Sur le Fallout 4, sur le dernier épisode. Sur le dernier épisode. Ouais, sur la franchise au global, il y a eu quasiment 500% de joueurs en plus. Sachant que, et ça c'est intéressant, donc sur ce 140% de joueurs en plus, on est à peu près 200% pour la télé et 50% pour les films. Donc, c'est une bonne idée de faire des adaptations de votre propriété intellectuelle parce que ça aura un impact considérable, quoi qu'il en soit, malgré sa réussite critique, ce qui est très subjectif parfois. Clara Benyamin, merci beaucoup. Peut-être à bientôt sur le plateau de PlaySmart. Il y aura d'autres sujets juridiques. Et puis, si jamais Clair Obscur est adapté en série, je pense qu'on se fera un plateau dessus. Merci beaucoup. On va accueillir dans quelques secondes le patron du syndicat national du jeu vidéo, Levan Sarjeveladze. À 2 jours des Pégases, c'était un peu normal et c'est l'occasion de faire le bilan sur une année particulière pour le jeu vidéo français. Encore 2 dodos et ce sera les Pégases, la cérémonie des remises de prix des jeux vidéo français. Et pour en parler, quoi de mieux qu'avoir le président du syndicat national du jeu vidéo, Levan Sarjeveladze. Bonjour. Bonjour Nicolas. Donc c'est dans 2 jours. Beaucoup de suspense ou pas trop parce qu'on a un jeu français qui a gagné les Game Awards, donc on s'imagine qu'ils vont gagner d'autres titres, Clair Obscur, Expédition 33, Sandfall, mais plutôt que de parler que d'eux, j'ai envie de vous demander, vous président du SNJV, comment vous vous sentez à 2 jours des Pégases après l'année qu'on vient de vivre pour le jeu vidéo français?
Alors, c'est une question à plusieurs étages, puisque Ambivalente. c'est un petit peu ambivalent, parce que déjà, bon, on est quand même à fond dans l'organisation de cet événement-là pour jeudi, donc dans 2 jours, avec des compétiteurs qui sont extraordinaires. C'est vrai que vous mentionnez Clair Obscur, qui est un jeu absolument extraordinaire, qui a effectivement eu un succès très, très grand. Qui collectionne les prix. Qui collectionne les prix. Qui en aura peut-être à cette occasion, mais qui ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, et notamment la forêt aussi des grandes réussites françaises qu'on a pu avoir. On peut penser à Absolum, par exemple, qui était d'ailleurs également nommé en meilleur jeu indépendant. On avait d'autres jeux. On avait bien sûr Shinobi Art of Vengeance en meilleur jeu d'action. Et le dernier, c'était Slow Clap avec Rematch. Donc on avait 4 jeux français nommés au Game Awards. Ça, c'était historique. Tout à fait, c'était historique. C'est peut-être, mais voilà, c'est pas parce que c'est historique qu'il ne faut pas qu'on le refasse plus tard. Mais voilà, en tout cas, une très bonne moisson. Et puis il faut aussi nommer d'autres, parler peut-être d'autres jeux. C'est vrai que The Rock, Prince of Persia de Evil Empire, et puis des jeux aussi qui forcément vont vendre un petit peu moins, comme Wednesdays de Pixel Hunt, par exemple. Donc des jeux à mon avis très importants. Et voilà, donc l'année 2025, en termes de qualité vidéoludique, a été vraiment une excellente année pour le jeu vidéo français, ça il faut le dire. Mais évidemment, on ne peut pas voir le verre uniquement à moitié plein. En 2025, comme 2024, on a également eu beaucoup de mauvaises nouvelles. On a eu on a une restructuration qui est en cours dans notre secteur, qui peut-être n'est pas encore terminée. Mais voilà, donc ça reste. Là, les grosses inquiétudes, par exemple, c'est Ubisoft. Alors, en gros, l'avenir d'Ubisoft, il conditionne beaucoup de choses quand même pour tout l'écosystème français. Oui, donc il y a une restructuration qui est en cours au niveau d'Ubisoft. Ubisoft, c'est une entreprise qui est importante. Évidemment, c'est pas n'importe quelle entreprise dans le jeu vidéo français. Ça compte énormément d'emplois. On peut également parler du groupe Nacon, par exemple, qui vient de déposer le bilan. Ils n'ont pas déposé le bilan. Ils se sont mis sous la. Ils sont en cessation de redressement. Je crois qu'ils ont demandé, à l'heure où on parle en tout cas, ils ont demandé leur mise en redressement judiciaire. Le redressement judiciaire, c'est pas forcément le fait de. Ça s'est pas terminé, loin de là. L'entreprise est en danger pour l'instant. L'entreprise est en difficulté. Et on peut aussi mentionner d'autres groupes qui, par exemple, le groupe Focus, il y a 2 ans, le cours de bourse n'était pas bon. Il y a eu quelques insuccès. Et puis, tout à coup, ils sont repartis avec d'autres jeux qui ont marché. Donc voilà. Et là aujourd'hui, ils se portent. Alors, pour autant que je sache, ils se portent bien. Donc voilà, il y a des choses. On est une industrie culturelle. C'est-à-dire qu'une industrie culturelle, c'est une industrie où les choses peuvent aller très vite, où on passe d'une révolution à l'autre, d'une restructuration à l'autre. Voilà, il y a des enjeux technologiques aussi, il faut suivre. Et puis, on peut, avec un four économique, on peut fermer un studio qui avait fait 3 chefs-d'œuvre avant. Ça, c'est assez courant. C'est quoi le point de fragilité de l'écosystème français, si on devait en pointer vraiment le point de travail pour améliorer les choses? Alors déjà, quand même, ce qu'il faut souligner, c'est que la crise qu'on traverse est une crise qui est mondiale. Et dans ce contexte, la France ne se débrouille pas moins bien que les autres pays. Au contraire, on a des amortisseurs et globalement, si on regarde les ratios, on se débrouille même mieux. Alors, on verra à la fin de la crise, qui est en train de se terminer quand même. Et certains studios, d'ailleurs, ont déjà commencé à bien remonter. Mais voilà, on se débrouille pas mieux. Pas moins bien que les autres. Pas mieux, pardon. Oui, on se débrouille même mieux que les autres. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le dire. Donc ça, il faut le dire aussi. Ensuite, on a des points de fragilité. C'est que moi, je suis particulièrement attentif aux fragilités que peuvent rencontrer les petits studios qui font pas forcément la une des journaux s'ils licencient ou s'ils ont des problèmes. Par exemple. On parlait de Pixel Hunt sur Wednesday, par exemple, qui est soutenu par Arte, mais qui reste une structure fragile par essence. Alors, par essence, mais voilà, par construction. Voilà, et ça ne peut pas être autre chose qu'une structure fragile. Mais il y a comme ça des centaines de studios français. Il faut qu'on parle d'eux et il faut qu'on les aide à se maintenir, voire à grossir et avoir de l'ambition. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est très important, l'aide aux structures de taille petite et moyenne. Je le rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas joué à Wednesday, donc un jeu de Pixel Hunt qui parle des violences sexuelles envers les mineurs. Donc forcément, le sujet, commercialement, on sait que c'est un pari. Mais la France arrive à sortir des jeux de ce type. Et ça, c'est un peu aussi une particularité culturelle française qu'il faut préserver. Je pense. Alors, il faut pas être chauvin. Il y a évidemment d'autres pays qui produisent aussi des jeux très intéressants d'un point de vue artistique. Des jeux à impact, on pourrait dire. Bien sûr, des jeux à impact, ce genre de choses. Donc, il n'y a pas que les Français. Je dis ça parce qu'au Pégase, il y a une catégorie au-delà du jeu vidéo, donc qui revendique cet aspect. Tout à fait. Et où il y a effectivement 3 jeux très intéressants qui sont nommés ou nominés. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose que la France sait faire, et on sait faire aussi des jeux narratifs. Alors, ce qui est intéressant en France, c'est qu'on sait vraiment. On sait tout faire. On sait tout faire. On est dans tous les compartiments de jeu.
Voilà, sur les jeux mobiles, sur les jeux casus, sur les jeux consoles, les jeux PC, les AAA, les jeux indés, on est un peu partout. Et donc, on a plus de mal à savoir comment se financer, surtout qu'il y a quand même une concurrence. Alors, on ne l'a peut-être pas dit, vous parliez du fait qu'on n'est pas si mauvais par rapport aux autres pays. Et il y a quand même des nouveaux acteurs qui, eux, arrivent avec d'énormes moyens. Je pense à l'Arabie Saoudite, je pense à la Chine, qui n'est pas un nouvel acteur, mais qui a des possibilités de financement importantes. Ça, c'est un peu de la concurrence déloyale, ou en tout cas, c'est des paramètres qui sont très compliqués à gérer parce qu'on est sur des masses financières en fait qu'on ne peut pas espérer avoir en France. Alors, c'est toujours intéressant de se dire, dès qu'on entend le mot concurrence, parfois on a envie de dire déloyal. C'est un petit peu comme le dictionnaire des idées reçues de Flaubert. À l'entrée concurrence, on aura envie de mettre 2 points déloyal. Ça pouvait ressembler. Et oui, bien sûr, mais c'est évidemment pas du tout une accusation. Mais c'est vrai que voilà, il ne faut pas qu'on soit en mode défensif. Il faut dire ça sur une chaîne qui parle beaucoup d'économie aussi. Donc vos auditeurs. Ça veut dire que la France, par exemple, doit laisser entrer certains investisseurs de ces nouveaux acteurs, de ces nouveaux pays émergents. En tout cas, on doit avoir conscience que le jeu vidéo, c'est un phénomène mondial depuis déjà pas mal de temps. Donc la Chine, évidemment, d'autres pays également, comme des pays d'Afrique, certains pays d'Asie sur lesquels il y a encore de la croissance à aller chercher, mais c'est un phénomène qui est mondial. Tout le monde joue et aussi tout le monde produit des jeux vidéo. Donc on n'a pas à être gêné aux entournures là-dessus. Il faut qu'on arrive à parler à tout le monde. S'il y a besoin de financement, il faut qu'on arrive aussi à parler à tous les investisseurs. Il n'y a pas de raison de jouer uniquement entre nous, entre Français, mais c'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait. On a des entreprises. Alors, on a parlé d'Ubisoft tout à l'heure, une grande locomotive qui tire quand même la porte, voilà, qui ouvre beaucoup de portes, mais également beaucoup de structures de taille intermédiaire. Je peux penser à Quantic Dream, à Dontnod, donc des Focus ou Nacon également, des éditeurs. Et plusieurs autres comme ça, voilà, qui arrivent à trouver des financements ailleurs et qui arrivent à avoir les moyens de leurs ambitions. Donc ça, c'est très important. Et effectivement, je vous rejoins tout à fait là-dessus. Il ne faut pas qu'on se laisse enfermer en restant juste sur notre territoire, aussi bien un territoire de consommation que un territoire d'investissement. Un point plus d'avenir, c'est un label pour certifier les écoles de jeux vidéo. Il y a déjà Isart Digital qui vient d'obtenir une certification titre d'ingénieur. Donc ça, c'est pour les métiers très techniques. C'est, je pense, une bonne nouvelle pour l'industrie. En quoi c'est essentiel de créer ce label ? Ça répond à quel problème qui est en train de se créer ? Et surtout, qu'est-ce que ça doit permettre aussi pour l'écosystème français du jeu vidéo sur les 5 à 10 prochaines années ? Ça, c'est une question très importante à mon avis, effectivement. Donc là, on est en période, entre guillemets, de crise. Donc on a envie de s'attaquer à des choses de court terme. Et on a évidemment raison. Le court terme, c'est quand même la chose la plus prioritaire, c'est l'urgence. Mais enfin, il ne faut pas qu'on oublie aussi le long terme. Et tout à l'heure, vous me demandiez quels sont les avantages compétitifs un petit peu du jeu vidéo français. Eh bien, il y a notamment ça. Il y a notamment la formation, l'éducation, les ressources humaines. Et c'est évidemment la clé, c'est l'alpha et l'oméga d'absolument tout. En France, on a de bonnes formations de façon générale d'ingénieurs, d'informaticiens, de codeurs, d'artistes également, des écoles d'art. Et on a également de très bonnes écoles de jeux vidéo. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à pérenniser, à protéger entre guillemets. Et c'est vrai que j'ai proposé la création de ce label il y a quelques mois. On est en train de travailler dessus. L'idée, c'est de séparer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire qu'il y a de très bonnes écoles. Beaucoup d'offres, mais pas forcément toutes de la même qualité. Et voilà. Et c'est vrai qu'on peut avoir des nouveaux entrants qui se disent, bah voilà, c'est assez. On va essayer de. Il n'y a pas que le jeu vidéo qui est concerné par ça. C'est tout l'enseignement supérieur privé qui a ce problème. Mais enfin. Il faut qu'on balaye devant notre porte et effectivement, il ne faut pas que des parents, par exemple, inscrivent leurs enfants dans des écoles privées de jeux vidéo qui promettent monts et merveilles et qui à la fin ne délivrent rien. Parce que le prix sera pas plus bas. Le prix ne sera pas plus bas et en plus, on a des très bonnes formations en France. Donc, il faut flécher les jeunes et leurs parents vers ces écoles de formation. Alors, une action publique et une action privée, tout n'est pas public, loin de là. Mais enfin, voilà, il y a des bonnes écoles et des mauvaises écoles. Et après, les parents font leur choix. Et puis surtout, une chose qui va être très importante, c'est que les parents et les enfants, souvent ce sont les parents qui prennent ce genre de décision quand même, en dernier ressort, aient des informations fiables et transparentes sur cette école, qu'est-ce qu'elle promet, combien d'heures de cours, en présentiel, quels sont après les débouchés derrière, est-ce que les gens dans l'industrie embauchent ces diplômes-là ? Ça, c'est très important. Ça veut dire que les acteurs, donc les adhérents du SNJV par exemple, mais peut-être aussi les adhérents du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, ils vont devoir être impliqués dans ce label. C'est-à-dire que c'est quand même les studios qui vont devoir pouvoir dire quelles écoles en fait forment bien les étudiants. Ça veut dire prendre peut-être certains en stage, créer des échanges en fait directs avec ces écoles. Alors des échanges existent déjà avec les écoles, ça on a avec les plus connus, avec les plus connus. Et puis évidemment, il ne faut pas se focaliser uniquement sur les plus connus. Ça c'est important qu'il n'y ait pas non plus de. Il faut qu'il y ait de nouveaux acteurs Il faut aussi qu'il y ait de nouveaux acteurs qui puissent effectivement entrer s'ils sont sérieux. Mais de façon générale, donc nous, notre approche sur ce label, ce sera d'avoir une approche, d'une part, effectivement,
concrètement, qu'est-ce qu'on embauche et qu'est-ce qu'on en pense de ces profils-là, qu'est-ce qu'on embauche dans nos studios, mais également des approches quand même universitaires et puis chiffrées. Voilà, combien est-ce qu'il y a d'heures de cours, comment ça se passe, quelles sont les formations, etc., etc. Ça veut dire s'adosser peut-être aussi au ministère de l'Éducation, au ministère du Travail. Souvent, les formations supérieures privées, c'est via la reconnaissance RNCP. C'est faire en sorte qu'ils répondent à des cahiers des charges très précis en amont, avant même de proposer leur formation, en fait. En tout cas, nous, on sera force de proposition quant à ce cahier des charges, ou une partie de ce cahier des charges. Voilà. Je pense que c'est très important que surtout en ces moments un petit peu compliqués, que l'industrie prenne ses responsabilités et vraiment flèche les bonnes formations. Donc là, on parle de l'avenir de la filière, on parle de l'avenir aussi des jeunes qui voudraient travailler dedans. Il y a un autre point clé qui est encore un peu flou, mais qui est important, c'est le Digital Fairness Act. Vous en avez parlé lors de votre audition au Sénat. Le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est le Digital Fairness Act en lui-même ou la manière dont on envisage de l'appliquer pour l'industrie du jeu vidéo? Alors, vous êtes assez critique encore dessus à ce stade. Oui, je suis assez critique. Alors, il faut souligner, le Digital Fairness Act, c'est quelque chose qui est assez complexe, hein, et même des auditeurs, des spectateurs de Bismarck peuvent être, alors qu'on a un public averti quand même. Mais très concrètement, le DFA, c'est un texte qu'on n'a pas encore. La Commission européenne va travailler dessus. Proposition dernier trimestre 2026, a priori, la proposition de loi. C'est ça, c'est le calendrier qui est prévu. Et qui a l'air quand même de ressembler, les premiers signaux qu'on a, ça a l'air de ressembler à une espèce d'usine à gaz. Voilà, pour le dire de façon extrêmement claire, dans lequel on se pose la question, et on a raison de le faire, de l'Europe comme lieu de consommation de services numériques et donc de jeux vidéo. Et on a raison de le faire, mais c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on oublie que l'Europe, ça ne doit pas être qu'un musée chapeauté par un centre commercial. Ça doit aussi être un lieu de production et d'exportation. Ça doit aussi être une usine et un centre de R&D. Et la Digital Fairness Act il semble un petit peu être dans cette mouvance un peu intellectuelle de considérer d'abord et uniquement les consommateurs, sans absolument prendre en compte... Ce dont vous avez peur, là on parlait de concurrence déloyale avant, c'est que les acteurs américains, chinois n'aient pas les mêmes contraintes que les acteurs européens, mais si un acteur chinois veut proposer un jeu au public européen, il devra bien normalement se calquer sur les directives. Alors, moi, je ne veux pas tomber effectivement dans le dictionnaire des idées reçues que j'ai lancé tout à l'heure, mais je pense que vous avez entièrement raison. C'est-à-dire qu'on a un problème de concurrence déloyale qui risque de frapper les services numériques exactement comme il frappe l'agriculture ou l'industrie. Mais qui le frapperont même de façon beaucoup plus démesurément importante. Concrètement, si vous êtes un consommateur sur votre téléphone Android d'un jeu qui est proposé par un studio australien publié par un éditeur turc, et je prends ces exemples pas du tout au hasard, il y a les éditeurs qui ne sont pas dans l'Union européenne. Qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui sont des nations de jeux vidéo tout à fait intéressantes. Mais très concrètement, qui va être responsable de vérifier le DFA? Chez nous, ce sera la CNIL, globalement. C'est la CNIL qui a déjà très peu de moyens, qui enverra un courrier recommandé, le cas échéant, en donc Turquie, elle pourra en signaler Australie. un problème mais pas faire appliquer une sanction. Elles ne seront pas appliquées pour les studios qui ne sont pas européens, et même parfois qui ne sont pas français, s'agissant des surtempositions auxquelles nous sommes, hélas, habitués en France. On va mettre ce dossier de côté et je pense qu'on fera une table ronde dessus en fin d'année parce que c'est là où on commencera à rentrer concrètement dedans. D'ici là, on va profiter des Pégases qui arrivent dans 2 jours. Hein. Allons sur les bonnes nouvelles. Levan Sarjeveladze, merci beaucoup. Merci Nicolas. J'ai prononcé sans erreur votre nom de famille et ça, c'est un vrai challenge. À bientôt sur le plateau de PlaySmart. Tout de suite, on continue avec un focus sur une très belle initiative, le musée du jeu vidéo, c'est à Arcueil. Et Levan Sarjeveladze y est peut-être déjà allé. Les amoureux de jeux vidéo ont eu un cadeau de Noël très très beau et anticipé en fin d'année. Le 13 décembre, ouvrez le musée du jeu vidéo à Arcueil et j'accueille aujourd'hui son directeur opérationnel. Bonjour. Bonjour. Donc David Soumet, vous êtes déjà vice-président de l'association MO5 qui est derrière ce musée du jeu vidéo. Peut-être pour commencer, cette association, elle a quelle raison d'être? Qu'est-ce qu'elle fait? Dès sa création, il y a un peu plus de 20 ans maintenant, c'était de mettre à disposition, de préserver le patrimoine numérique, dont le jeu vidéo, et de le mettre à disposition du public dans les meilleures conditions, enfin les conditions les plus proches possibles de l'époque. Ce qui ressemble un peu à ce que fait la BNF, on avait accueilli en fait le directeur du programme. Ils font ce programme de préservation du patrimoine vidéoludique numérique, sauf que vous, via le musée que vous venez de créer,
il y a un accès vraiment physique, presque charnel pour les visiteurs avec les jeux, pour le coup. Ah oui, alors effectivement, la BNF préserve principalement la partie soft, mais pas la partie matérielle. Beaucoup moins. Et donc nous nous occupons du matériel, et nous avons autour de 70 000 pièces. Donc vraiment, c'est le spectre complet. Les machines sur lesquelles on fait jouer les jeux, Même des bandes plus les jeux. d'arcade, hein, j'y suis allé il y a Quelques bandes d'arcade également. On est en partenariat avec d'autres associations pour cette partie. Et il y a une délimitation au niveau temporel pour l'instant, c'est que vous allez jusqu'aux machines de 2016, je crois, c'est ça? En 2013-2014, on s'arrête Ouais. à la PlayStation 4. D'accord. Mais à Donc, terme, on peut imaginer qu'il y aura une PlayStation 5 tôt ou Chaque tard. nouvelle génération de machines va générer... Comment va compléter. vit ce musée? Comment il est financé? Est-ce qu'il y a des mécènes, par exemple? Est-ce qu'il y a des financements Alors, spécifiques? Pour le moment, le principal, la ressource principale, c'est le bénévolat des membres, la mise à disposition des lieux par la ville d'Arcueil et les Anciens locaux de la mairie. anciens locaux de la mairie. On remercie effectivement la mairie de nous offrir cette Et opportunité. il y a des dons, je crois, des collections. C'est des gens qui ont des collections et qui vous les cèdent gracieusement Pour la- dans beaucoup de cas. Pour la partie matérielle, effectivement, c'est 95% de dons, les 5% restants étant du cas par cas en fonction des besoins. Donc avec des budgets que vous avez pour acheter des pièces. Nous avons un Tipeee qui nous permet de faire vivre l'association, et le gros des revenus de l'association, ce sont les événements, les expositions que l'on réalise à travers l'année. L'idée de faire ce musée, elle est née quand? Et elle a évolué comment avec le temps jusqu'à arriver à cette échéance du 13 décembre 2025? Alors, l'idée du musée date des années 90, à la création de l'association, fin 90. Enfin, sous la C'était forme- vraiment l'idée de départ, c'était arriver à ça. On avait déjà... Enfin, Philippe Dubois, qui a créé l'association Mo5, avait déjà dans l'idée de préserver, donc le gros de sa collection, qu'il a reversé d'ailleurs à la création de l'association, dans les collections de l'association. Le gros était là. Et il y avait déjà cette idée de côté... il y avait une obsolescence programmée extrêmement forte, enfin pas programmée, une obsolescence du matériel extrêmement forte dans les années 81, 90, 2000. Vous voulez dire dépassement technologique parce que les vieilles consoles peuvent encore fonctionner, mais par contre elles sont dépassées sur un plan technique très vite. Technologiquement, c'était dépassé. Un PC à l'époque, dans le milieu 90, tous les 6 mois, il y avait bien mieux. On doublait, triplait la puissance assez facilement. Les consoles, c'était un peu plus lent, mais quand on passait d'une Super Nintendo à une Nintendo 64, on voyait clairement la différence. La 64 à la GameCube. Oui, c'est des vraies Un peu révolutions à chaque fois. On est arrivé, la courbe s'est un peu aplanie, mais oui, on voyait déjà et c'était du matériel spécifique à l'époque. Il n'y a pas trop de rétrocompatibilité, ou très Oui, peu. c'était pour jouer à un jeu, il fallait la console spécifique. Voilà, pour jouer à un Zelda sur Super Nintendo, il fallait une Super Nintendo et le jeu. Aujourd'hui, D'ailleurs, ce qui est intéressant, vous citez Zelda, mais donc il y a aussi des consoles ratées comme celle de Philips qui ont été des fours, qui sont aussi dans ce musée-là. Ça, c'est très intéressant, c'est que vous vouliez donner un panorama qui n'était pas seulement les success stories, c'est aussi les échecs du jeu vidéo. Exactement. Voilà, oui, effectivement. On rebondit sur le Zelda que l'on présente sur CDI, qui est peu connu du grand public en tout cas. Et il y a eu 3 Zelda sur une console Philips qui a fait un four colossal, parce que trop cher, parce que pas du tout taillé pour le jeu. Et donc, il a donné l'idée à Nintendo de peut-être garder Zelda comme Mario en exclusivité sur du long terme, c'est plus intéressant. Un peu plus complexe que ça. En fait, l'usage de la licence de Zelda sur CDI, c'était à l'époque où ils cherchaient à faire un CD-ROM. Ils voulaient se développer sur le secteur. Ce qui a donné... David Soumet, c'est passionnant et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et j'incite les gens à aller directement voir au musée. C'est à Arcueil, c'est à quelques pas du RERB, la station La Place, donc c'est pas si compliqué d'y accéder. Et en plus, on peut acheter des jeux et des livres parce qu'il y a un partenariat avec Pix & Love. Merci beaucoup, David Soumet. J'en profite, cette émission est terminée. Je remercie Fabien qui était à la réalisation, Alexis au son, Sybille, bien sûr, à l'édition, Sybille Aoudjan qui me parlait dans l'oreillette, qui me donnait mes timings. Je vous dis rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'oubliez pas, jouer c'est bien, jouer intelligemment, c'est mieux.